La devise qui nous anime au Forum des médias est sous-tendue par la trilogie que voici. Fidélité, efficacité, régularité. Ceci étant, faisons à présent la connaissance du plateau de ce jour, en commençant par notre gauche avec... Robert Ngambi, je suis membre du bureau politique au Parti Lumumbiste Unifié, mais également secrétaire permanent adjoint chargé de questions électorales, idéologiques et des affaires provinciales au parti du vénérable immortel patriarche Antoine Gizenga. Vous avez des petits problèmes là, hein? Ce sont des problèmes inhérents à la vie de l'homme. Ok. Alors, nous continuons. C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante. Analyste indépendante et suivi de... Gandhi Kassende Bokabo, jurisconsulte, politiste et avec expérience non seulement au niveau des entreprises des médias, mais aussi des entreprises d'économie sociale. Ok, et puis nous avons... Monsieur Dieudonné Bifoumanou Tsompi, juriste, fiscaliste et chercheur. Chercheur Bifoumanou, et on termine à gauche avec... Ingénieur Kapangana, je suis agronome, je suis fermier, je suis aussi consultant en développement institutionnel, cadre de la société civile. Monsieur le fermier. Ok, avec le fermier, allons voir la droite, en commençant par... Jean Lokaka, cadre du PPRD. Lokaka, PPRD, et puis... Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC. Madame Makombo, félicitations. Vous êtes choisie parmi les 15 femmes africaines qui se distinguent. Ben, merci beaucoup. C'est l'organisation de l'ancienne présidente de Libéria. Voilà, le centre présidentiel d'excellence de Madame Hélène Johnson-Sirleaf. Et comment ça se passe? Comment est-ce qu'on vous découvre, vous? Je voudrais d'abord dire qu'elle aurait vraiment pu se reposer, hein, ne rien faire et tout, dire ou bien briguer, essayer de trépatuer la Constitution. Elle est partie dignement. La différence des femmes et des hommes. Elle est partie dignement. Et après, elle aurait pu ne rien faire d'autre. Mais non, elle a créé ce centre présidentiel d'excellence et elle a fait une annonce à travers l'Afrique d'un processus de sélection qui, pour en faire partie, il fallait donc présenter CV, biographie, lettre de référence, mais il fallait surtout passer des épreuves écrites, orales, et puis faire une vidéo avec son équipe. Ah bon. Et au terme de ça, bon... Vous faites honneur à la femme congolaise. Merci beaucoup. Mais cette année, la femme congolaise est en avant-plan parce que en Grande-Bretagne, il y a une femme congolaise qui est élue oui, recteur d'une grande université. La première fois britannique, la première fois. Une femme noire. Ça, oui. C'est une très bonne chose. Oui. Félicitations, Madame Angèle. Merci beaucoup. Alors, c'est Maître Joseph Lumbala. Je suis le conseiller juridique du ministre de l'Agriculture. L'agriculture, que nous avons toujours programmé priorité des priorités sans priorité. Alors, allons-y. Non, il faut dire qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle est faite avec une vision. C'est la vision du chef de l'État, la revanche du sol et du sous-sol. C'est vrai qu'on n'est pas trop passé dans le média, mais il fallait faire un état des lieux et se donner des moyens pour réaliser cette vision qui devra être réalisée ou durant ce quinquennat. Ok. Et puis Simon Adrien Kalinga Kambelembele, secrétaire national, chef département communication et information à l'UDPS Tshisekedi et porte-parole de l'UDPS. L'UDPS porte-parole. Ok. Nous terminons avec... Matadiwamba Kamba Mutu, député national, bâtonnier national, président national du PTL. Merci beaucoup, bâtonnier national. Vous étiez en pleine réunion avec les avocats et nous vous avons arraché parce que nous avions besoin de vous. Nous entrons dans la rubrique les courriers
du téléspectateur, nous disons aux téléspectateurs qui nous ont écrit, vous avez pleinement raison. Nous avons des problèmes très sérieux avec les sons, mais ne vous en faites pas, les équipes techniques qui sont à pied d'œuvre, dans les jours à venir, je pense que ce désagrément disparaîtra. Et nous réitérons une demande à vous, chers téléspectateurs, de ne pas oublier de signer les messages que vous nous adressez. Comme vous le savez, un message que vous nous adressez sans nom, ce n'est pas valable. Donc ça devient un tract. Quel que soit le problème que vous soulevez, si le message n'a pas de nom, eh bien, mettez-vous en tête que nous n'en tenons pas compte. Mais nos excuses pour les mauvais sons que vous avez eus 2 semaines successivement, mais nous espérons que c'est un problème qui appartient à l'histoire. On fera un effort pour que cela ne se répète pas. Dans le sommaire, sachez bien que l'actualité a été très abondante. Nombreux sont les Congolais qui attendent encore certains éclaircissements sur l'un ou l'autre point dominant de l'actualité. À l'Assemblée nationale, on venait de vivre la mise en place du nouveau bureau définitif depuis le 3 février 2021. Mbosonko Diapwanga est porté au perchoir, succédant ainsi à Janine Mabunda. Le Sénat congolais, et depuis le jeudi 5 février, n'a plus de bureau. 6 membres sur 7 ont démissionné. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, la rentrée scolaire devient hypothétique, car la gratuité de l'enseignement serait même mise en mal. Et nous terminerons avec l'agriculture. Aucun pays au monde ne peut prétendre nourrir son peuple sans agriculture. Et chez nous, j'espère qu'avec les nouveaux gouvernements, l'agriculture priorité des priorités ne sera pas un simple slogan. Et c'est à cette occasion que nous avons sur ce plateau un des conseillers du ministre de l'Agriculture. Commençons par l'actualité brûlante. Depuis samedi, le président congolais est à la tête de l'Union africaine. C'est un immense honneur que tous les États africains ont fait à mon pays, la République démocratique du Congo, par ma modeste personne, en lui accordant la présidence de notre organisation continentale. La présente mandature, dois-je le rappeler, a pour thème principal art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Nous voulons en effet une Afrique avec une participation active et massive des femmes et des jeunes, moteur d'un développement durable et inclusif. Dans son message qu'il a adressé à ses homologues, il a donné les grandes lignes et la façon dont le président congolais va diriger l'Afrique durant l'exercice 2021. Les thèmes, vous le savez, les thèmes c'est art, culture et patrimoine, comme levier de développement pour l'Afrique. Voilà. Le Congo dirige aujourd'hui l'Afrique. Commençons par les députés. Quel rôle nous pouvons jouer pendant cette période? Un rôle de moteur, un rôle de bon exemple, de par notre position d'abord géographique au sein de l'Afrique. Au centre de l'Afrique. Nous avons
la possibilité de nous faire entendre, n'est-ce pas? Et à ce poste, depuis que l'Union africaine existe, les chefs d'État se soudent entre eux, ils règlent pas mal de problèmes de notre région, Afrique, et même si ce mandat est annuel, eh bien, celui qui dirige l'Afrique est écouté par ses pairs. Et je suppose, j'espère beaucoup pour notre président de la République, dont c'est le premier mandat et qui est à mi-chemin de son mandat, il va pouvoir se faire entendre. On l'a vu aller de pays en pays, ici en Afrique et même en Europe. Et je crois qu'au bout de ce déplacement, il a pu prendre des contacts utiles qui vont pouvoir lui servir dans l'accomplissement du mandat que ses pairs viennent de lui confier. Voilà. Ok. Alors, Maïnda Kapangana, pensez-vous que les politiciens congolais vont faciliter la tâche au président congolais pour bien mener cette action à travers l'Afrique? C'est ma très grande recommandation, parce que je me disais c'est une très bonne chose que notre président devienne le président de toute l'Afrique, mais que nous puissions l'aider de l'intérieur pour pouvoir mieux accomplir cette tâche-là. Les dernières semaines que nous venons de vivre ont offert des spectacles qui n'étaient pas bons à voir. Vous avez parlé de scènes que vous avez observées au niveau de l'Assemblée nationale. Vous l'avez vu l'autre jour au Sénat. Mais moi, j'ai dit, ça peut arriver. C'est dans le parcours, de petites choses comme ça peuvent arriver. Mais prenons la résolution au niveau national de faciliter la tâche au président de la République en faisant des choses tout à fait mûries à notre niveau, au niveau du pays. Nous devons respecter nos lois. Nous devons respecter tout ce que nous avons convenu nous-mêmes. Et si, parce que tout à l'heure dans l'antichambre, on était en train de dire, nous autres on choisi de vivre sans règles, sans normes, sans loi. Donc presque on vit de tout et on veut vivre dans quel espace? Tout espace a des normes, a des règles. Et alors si nous, on ne rentre pas dans ça, nous risquons de ne pas faciliter la tâche à notre président. Donc moi, c'est ce que je recommande, c'est que les politiciens congolais puissent vraiment aider le président à être le président de l'Afrique, parce qu'il ne faut quand même pas qu'on interpelle au sommet de l'Afrique un président dont les choses se passent autrement dans son espace naturel. Donc je voudrais vraiment faire cette recommandation-là, que nous puissions, que les politiciens congolais facilitent la tâche au président de la République. Parce que ce qu'on a vécu la dernière ou les 2 dernières semaines, moi personnellement, ça ne m'a pas aidé à penser que nous pouvons faciliter la tâche à notre président. Mais ça doit être la recommandation nationale. Alors l'historien, quelles leçons faut-il tirer avec le passé de l'Union africaine? Le grand problème, c'est que l'Afrique a toujours ses problèmes majeurs à résoudre. Le grand problème du sous-développement va rester. Et ça se passe dans un environnement difficile, avec cette maladie qu'on appelle Covid-19 qui a ralenti l'économie, la mobilité de la population, tout en sachant que les zones de tension sont encore énormes avec le Sahel, avec le ZADF, avec tout ce qu'il y a en Centrafrique. Le président congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va être le premier diplomate africain, à ce sens qu'il devra négocier le premier accord important qu'il va négocier comme président de l'Union africaine.
c'est le nouvel accord de partenariat entre ce qu'on appelait anciennement les ACP et l'Union européenne, parce que le dernier accord a pris fin en 2020 et un nouvel accord était en train de négocier dans le cadre du 11e Fed, qui va 12e, je crois, 12e Fed. Et il aura négocié de manière que le moyen, l'enveloppe qui était prévue de 630 millions de dollars pour 5 ans pour la zone Afrique, cette enveloppe pourrait être revue. Pourquoi ne pas arriver à 1 milliard, à 2 milliards, de manière à permettre à l'Afrique de consommer des crédits pour des projets intégrateurs. Parce que le président devrait également, dans le cadre de cette zone de libre-échange, sur le plan de commerce, finaliser certains projets de manière à faciliter réellement la circulation des personnes et de biens. Beaucoup de pays sont déjà très avancés, notamment avec ce qu'on appelle le corridor nord et le corridor sud. La route qui devrait partir de Mambasa en passant par le Congo pour relier l'océan Indien à l'océan Atlantique pour permettre le mouvement. Les corridors sud avec le chemin de fer qui partirait de la Tanzanie en passant par Uvira et le Maniema, pour ça, ce sont des grands projets sur lesquels le président devrait travailler. Mais l'économie africaine est frappée avec la Covid et donc il sera un diplomate sur deux plans. Le plan politique, c'est pour régler les conflits d'une façon pacifique par la diplomatie, mais également c'est un diplomate économique, de manière que les différents projets, avec sa participation au G20 et également le nouvel accord de partenariat entre ACP et l'Union européenne, pourra être de source pour que le moyen, les capitaux soient suffisamment mobilisés pour permettre à l'Afrique de réaliser des projets intégrateurs. Ok. Alors, Merci beaucoup pour la parole. Le thème que nous venons de suivre, c'est art, culture et patrimoine comme levier de développement pour l'Afrique. Je crois que ce n'est pas lui qui a conçu le thème, mais c'est l'Afrique, disons l'Union africaine, qui lui a demandé d'évoluer pendant toute l'année avec ce thème. S'il faut se limiter à être un simple commentateur, nous pouvons dire de bonnes choses, nous allons les soutenir, nous allons faire ceci. Ce que les autres ont dit, c'est bon, dans les commentaires. Mais si on veut se donner une part de réflexion profonde, alors, une part de réflexion dans ça, la question peut être posée autrement. En quoi l'art, la culture et le développement peuvent-ils être des leviers de développement? Maintenant, quand on se situe sous cet angle-là, c'est là où, pendant tout son mandat, il doit donner un contenu à tous ces thèmes en disant, bon, l'art, en quoi ça peut être un levier de développement pour l'Afrique? Nous sommes au XXIe siècle. C'est-à-dire, il doit maintenant faire les recensements, il doit maîtriser d'abord les domaines art et dégager les aspects qui peuvent faire de cet art-là, ou disons l'apport de cet art-là au développement de l'Afrique. Même des démarches pour la culture, quelle est cette culture-là qui existe depuis des millénaires, qui aujourd'hui peut être un levier pour le développement, comme ainsi que le patrimoine. Qu'est-ce qu'on doit recenser comme patrimoine de l'Afrique et en quoi ça peut être un levier de développement? Parce que le patrimoine existe, la culture existe. Alors, si des réflexions profondes ne sont pas faites dans ce sens-là, avant notre président sera égal après notre président. Donc il n'y aura rien qui va changer en Afrique. Peut-être la résolution des petits conflits qu'il y a et des grands conflits aussi. Là, c'est tout à fait normal qu'il s'imprègne de tout ça. Mais, comme ils se sont donnés comme thème ce qu'on vient de dire, en tout cas, on ne fait pas les prophètes du malheur, mais nous connaissons l'Afrique. Nous sommes nés en Afrique, nous connaissons l'Afrique, et nous nous posons la question au jour d'aujourd'hui, quels sont les moyens, quel est cet art-là qui n'a jamais aidé au développement, qui va le faire en une année, où ils ont même donné les éléments importants.
Donc c'est ça la réflexion à faire. Sinon, le thème restera un simple slogan. Ok, mais on va tirer des leçons. Oui, Madame Angèle, vous savez bien que le président congolais succède à celui de l'Afrique du Sud. Alors, que dire du mandat de l'Afrique du Sud qui vient de céder? Disons, c'était un mandat on aurait souhaité qu'il soit beaucoup plus dynamique. Mais comme l'a mis en avant M. Ngambi, le Covid est passé par là, a beaucoup freiné les choses. Parce qu'en tant que président en exercice de l'Union africaine, quel que soit le thème retenu, on ne peut pas passer de côté les grands conflits qu'il y a. Il y a des conflits récurrents. Par exemple, on a eu récemment... L'Afrique du Sud a résolu quelques conflits. Justement, j'en viens. La présidente de l'Éthiopie est venue voir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et notamment, ils auraient discuté sur la question du Nil. L'Afrique du Sud, ce conflit qui est en train de bouger. Le président Sissi a demandé d'abord au chef de l'État de... Par là, je veux dire, ce conflit était là avant Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa part, ça, il le laisse. Donc, les conflits des Grands Lacs, RDC, Rwanda, Burundi, tout ce qui se passe dans les Grands Lacs, il a trouvé, il laisse. Centrafrique, il trouve ça commencer, il laisse. À l'ouest, le Mali, il laisse. Donc, tout est pratiquement en l'état. Et c'est là où je voulais souligner que la tâche de notre président est énorme. Parce qu'en tant que président en exercice, et d'ailleurs, il faut souligner que c'est depuis 57 ans qu'on n'a pas occupé cette place. La première fois, c'était sous Mobutu, en 1967. Donc, depuis 57 ans, on n'a pas occupé cette position. Donc, sa responsabilité, oui, c'est, quel que soit ce thème culturel retenu, c'est de voir les conflits africains et de se dire quel rôle, moi, je peux jouer en tant que président en exercice de l'Union africaine pour faire un peu bouger les lignes. Et c'est là où on se dit, vous avez commencé en disant, est-ce que les politiciens vont aider? Permettez-moi d'être un peu sceptique parce que j'ai l'impression dans notre pays, et dans d'autres d'ailleurs, on regarde, on souhaite l'échec de l'adversaire pour marquer des points. On ne se dit pas, c'est notre pays qui est en jeu. Et c'est là où le chef de l'État aura un rôle à jouer. C'est-à-dire faire appel à ces Congolais qui sont opposants, dire maintenant, il s'agit du Congo, de la présidence du Congo, qu'est-ce que nous allons en faire? J'ai besoin de votre input. Les impliquer là-dedans. Et je pense que ça serait une très bonne chose. Et j'aimerais aussi mettre l'accent sur le fait, le thème art, culture, patrimoine comme levier de développement, n'oublions pas que la RDC, notre pays, à l'époque Zaïre, était le pionnier, le champion aux Nations Unies sur les questions culturelles. La restitution des biens culturels, justement pour faire valoir le passé historique des pays, le développement, c'est la RDC qui l'a poussé. Cette résolution est toujours en suspens. Et moi, j'espère que ce passage du chef de l'État, il s'occupera des questions africaines, qui s'occupe des questions congolaises aussi. En tout cas, qu'on ait la paix et la sécurité à l'est du pays. Et moi, en tant d'ailleurs ancienne fonctionnaire des Nations Unies, je souhaite, j'appelle de mes voeux, qu'un grand pays comme le nôtre ait des représentants de haut niveau dans les institutions internationales. Regardez, nous sommes nulle part. Est-ce que c'est normal, la MONUSCO, le numéro 1 est de l'Afrique de l'Ouest, Guinée, le numéro 2 de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal? C'est pas... J'ai d'ailleurs envoyé un tweet au secrétaire général des Nations Unies dans ce sens. Est-ce que c'est normal? Ça nous arrive, et avant qu'on accrédite un responsable comme ça, le gouvernement a son mot à dire. Nous, on ne dit rien. Alors eux, ils continuent. Bon, citez-moi un
une agence aux missions de maintien de la paix où il y a un Congolais haut gradé. Il n'y en a plus. Parce que ces Congolais qui sont moyennement gradés, ou gradés comme je l'ai été, eh bien, ne sont pas soutenus par leur pays. On ne pense pas à le Congo, au cœur de l'Afrique, un grand pays comme le nôtre. Nous exigeons une représentation dans telle organisation. Et je terminerai par dire, nous n'avons aucun siège dans notre pays d'une organisation internationale. Ça va continuer comme ça pendant longtemps? Ce n'est pas normal. Pas normal, c'est pas normal. Et pourtant, les compétences, nous les avons. International? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, oui. Madame Abongo, si on peut aller rapidement. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Je commencerai par une des premières phrases du président dans son discours adressé à l'Union africaine. Il a parlé de la participation active des femmes et des jeunes. Vous savez, les réalités africaines, elles sont les mêmes. La même réalité qu'il y a à Abidjan, c'est la même réalité qu'il y a à Kinshasa, c'est la même réalité qu'il y a à Lagos. Donc, il faudra que le président Tshisekedi et ses homologues africains réfléchissent comment trouver des fonds pour canaliser les jeunes, canaliser les femmes, afin que ces derniers soient autonomes, afin que puissent contribuer au développement de notre pays. Il avait parlé aussi de la ZLECAf, la zone de libre-échange. Il faudrait que les pays africains boostent leurs économies, que les pays africains arrivent à offrir quelque chose sur le marché africain afin que nous puissions avoir cette culture d'acheter africain, de consommer africain, de créer une certaine indépendance au niveau des pays africains plutôt que de frapper tout le temps les portes à l'extérieur. Et je terminerai par sa dernière citation de Kizerbo où il dit « On ne développe pas l'Afrique, c'est l'Afrique qui se développera. » Et l'Afrique se développera comment? L'Afrique se développera par les Africains. De quelle manière? C'est lorsque nous mettrons tous la main dans la pâte, lorsque chaque pays prendra conscience qu'on n'a plus le temps de prendre les armes, on n'a plus le temps de détruire nos forêts, on n'a plus le temps de favoriser l'insécurité, on n'a plus le temps de laisser l'étranger venir nous piller, mais nous devons utiliser les richesses africaines pour le peuple africain. Ok. Alors, le CACA, on peut terminer rapidement ces chapitres de la présidence de l'Union africaine. Oui, je vous remercie sincèrement. Je salue la présence de son Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État et comme président de l'Union africaine. Mais je médite, parce que hier, sous le président Kadhafi, il rêvait lancer les satellites. Et c'est ce qui l'a coûté cher. L'Éthiopie lance les satellites. Et ça coûte cher actuellement avec Addis Abeba, avec toutes les perturbations. Donc, ce qui est vrai que les dirigeants africains communiquent tout, contrairement aux dirigeants des pays de l'Est, face aux enjeux stratégiques de l'hégémonie et du monde. De deux, la culture, l'art, le patrimoine, c'est l'identité. Et donc, l'identité, naturellement, se passe par le fondement. Et le fondement, c'est l'éducation. L'éducation dans la formation. Il est vrai que les ressources actuellement du monde qui seraient dans la compétition, c'est la ressource humaine. C'est la qualité, la capacité des gens de mettre les enjeux du monde. En troisième position, c'est notre affaire étrangère. L'Union africaine et la présidence. Qui sont les experts? On peut avoir 4000 experts congolais, anthropologues, chimistes, politologues, juristes et tout, pour peaufiner. Et donc, nos centres de recherche, au regard de ça, le gouvernement, et naturellement, en quatrième position, c'est la mise en place d'un gouvernement responsable et sérieux en RDC. Il ne faut pas qu'il y ait crise au niveau interne qui va rappeler à l'ordre au niveau de l'Union africaine le président du Congolais. Il faut qu'il y ait cohésion interne, un gouvernement avec les responsables et
par stratification auquel le chef d'État doit avoir le temps aussi de se reposer pour voir d'autres enjeux du monde. Mais, les questions de gestion de vie par rapport à la mondialisation. La monnaie, comme Mme Makombo a dit, a été négociée sous Kamel Morjane à Addis Abeba. C'est de là, non? Et quand on a l'Union africaine, je crois qu'il faut reconceptualiser et renégocier la présence de la mission onusienne, toujours là-bas. Et nous avons la présidence. Et quel est le département des affaires étrangères qui s'occupe de l'Union africaine? Je crois que nous avons le siège de l'Union africaine qui est transformé en siège de la présidence. Et donc, il faut faire un enjeu. Oui, la cité. Ouais, le nom déjà, nous en avons. En termes d'anticipation. Maintenant, que faut-il faire? Que faut-il faire? Bon, il s'agit de la culture, de l'art, du patrimoine. Bon, le ministère de Culture, le palais du peuple serait pour le ministère de Culture. Personne n'envisage bâtir l'Assemblée nationale pour le départ des députés. Et donc, si le nouveau ministre de la Culture des Arts peut récupérer le palais du peuple pour faire fonctionner la culture des arts, comme ça les députés s'occupent aussi de bâtir palais de... On aura le musée. Hein. Voilà, c'est ça le vrai problème aussi de la culture. Et donc, ici, c'est que je peux, à mon niveau, qui est tant d'experts, les organisations non gouvernementales et internationales du Congo posent un problème de cotisation. Il faut relancer nos affaires étrangères, sa participation, l'équipement des néo-diplomates. Parce que peaufiner des stratégies, c'est aussi l'enjeu des hommes qu'on envoie. Quand on envoie M. Lokaka faire le shopping, les réunions sont à 0 heure, ils dorment. La qualité des experts que le pays envoie sous d'autres cieux démontre la nature. Vous avez des experts, mais bazana whisky, là où les autres sont en train de lire avec les ordinateurs. Donc, il y a un problème d'éthique, de responsabilité, de rationalité dans le texte, parce que la Côte d'Ivoire a eu des problèmes ivoiriens de pair ou entre les et les ou, les conjonctions de coordination, de subordination, les adverbes de quantité, tout ça c'est un problème de la formation. Pour analyser les textes auxquels le chef doit lire, vous devez tenir compte de l'analyse grammaticale, la syntaxie et tout. Tout ce qui donne la nature à un texte. Et ces experts doivent corriger que le chef va lire ici. Le pays ne va pas lire quelque chose qui est à la compte. Donc, c'est un travail de l'intelligence stratégique et nous avons le centre de recherche. Le Congo a des universités avec des professeurs brillants, les chefs des travaux étudiants et les experts. C'est le moment de réunir tous ces experts pour dire nous avons le mandat, il faut un symposium, le chef d'État va partir. Quelles sont les priorités? Il y a l'Afrique et la Chine, avec un partenariat. Les anciens, c'est les métropoles anciens qui ont encore des contrats que sans la Belgique, vous ne pouvez rien faire face aux yeux du monde. Comment reconceptualiser? C'est le cas du contrat chinois, non? Pour appliquer ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux de 1918, de 1950, qui naturellement, la République a trop de dettes et puis infini. Okay. Donc, il faut bien peaufiner. Là, je lance l'appel à tous les chercheurs et qu'au cabinet de les inviter pour essayer d'avoir une idée stratégique et rationnelle de la recherche scientifique face à ce mandat. Ok. Alors, Kambele Mbele, on peut terminer avec vous ce chapitre de l'Union africaine? Assez rapidement, juste pour recommander à chacun d'entre nous, les Congolais, de nous mettre dans l'accompagnement de l'action du chef de l'État. En ayant en mémoire cette phrase restée célèbre de Maréchal Mobutu, le chef de l'État n'est pas un magicien, seul il ne peut rien, mais avec l'appui de tous, il peut beaucoup. Souvent, nous, ici au Congo, nous n'avons pas l'habitude de nous approprier des programmes. Le panel que le chef de l'État a mis sur pied pour l'accompagner dans cette campagne de l'Union africaine est composé de personnes ou des personnalités que nous connaissons tous ici.
Tumbalaba, Daiwel et autres, c'est des gens qui ont la charge première. Ça ne se pas cela seulement. Hein. Il y a encore beaucoup de potentialités qui existent. Hein. Je veux dire que ces personnes-là, qui sont la première équipe, nous savons avoir accès à eux de manière simple, sans beaucoup de bureaucratie et autres. Mais allons vers eux pour nous approprier de ce que nous pensons, de manière à ce que le mandat du chef de l'État soit fructueux. N'attendons pas ce que le chef de l'État va dire que nous fassions, mais allons avec des propositions vers ce panel-là, de manière à étoffer le travail qu'ils ont à faire. Donc, c'est des personnes que nous connaissons dans notre vie courante ici. Allons vers eux. N'attendons pas les appels. Je pense que nous étions, après l'Éthiopie, nous étions le tout premier pays qui avait la cité de l'OUA. C'est ça. La cité de l'OUA. Il y avait cité de l'OUA à Addis Abeba et cité de l'OUA à Kinshasa. Mais nous n'avons pas bénéficié de cette cité de l'OUA parce que nous n'avons eu qu'un petit secrétaire général adjoint, mais pas les titulaires. Jusque-là, jusque depuis que ça existe, nous n'avons pas les titulaires. Mais cette fois-là, je pense que nous devons tout faire pour que nous puissions diriger. Et puis il y a d'autres organisations aussi, oui. De l'Union africaine, la Commission. La zone de libre-échange, on parle d'autres pays. Hein. Moi, je me pose la question, dans la zone de libre-échange, quel échange ferait le Congo? La République démocratique du Congo ferait quel échange avec les autres? Mais il ne faut pas regarder les médias. Il faut se compter sur le moyen et long terme. Dans l'immédiat, les autres dans l'immédiat, les autres entrent dans l'immédiat, dans l'action. Et nous? Dans l'immédiat, on va être submergé de leurs produits. Évident. Donc, on a intérêt à mettre un moratoire sur certains produits. Dire ce produit-là, non. C'est nous qui déclarons la liste. Ok. Voici l'Assemblée nationale. Vous venez d'avoir un bureau définitif. Et qu'est-ce que nous pouvons dire de l'Assemblée nationale? Nous avons terminé 2 ans avec cette Assemblée nationale qui vient d'avoir un autre bureau aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons dire de ces 2 ans passés? Gandhi. Moi, je dirais ceci. Déjà, lors des élections, de l'élection de Mme Mabunda, j'étais un des rares à dire qu'on est mal parti. Ce n'était pas le bon choix. Il y avait d'autres choix valables, des personnalités qui étaient en capacité de se dépasser, de dépasser leur parti politique, de faire en sorte de se battre pour le devenir des citoyens congolais, le devenir de notre République. Si cette législature a échoué, c'est par le fait qu'on n'était pas là pour pouvoir représenter des populations congolaises sur le plan national. Il y avait des guéguerres, des partisans, des guéguerres partisanes qui ont freiné l'élan, le rôle même des représentants du peuple. Ils étaient là, au lieu de représenter le peuple, de regarder le quotidien du peuple, de trouver des solutions réelles par rapport aux problèmes qui se posaient, ils regardaient plutôt les enjeux qu'il y avait entre partis politiques qui s'opposaient ou qui se complétaient. Donc c'est un des éléments qui a fait que ça échoue, ça ne pouvait pas aller au-delà. Donc il faut vraiment, par rapport à ce qu'ils viennent de mettre en place, tel qu'ils l'ont dit, qu'on puisse avoir des élus qui soient là, pas pour leur parti politique, puisqu'une fois élu, on est élu du peuple, qui soient là pour pouvoir aller de l'avant et choisir quelques axes. On ne peut pas régler tous les problèmes congolais en 2 ans ou en 3 ans. Choisir 2 ou 3 axes sur lesquels ils peuvent travailler pour faire en sorte qu'il y ait un changement au sein de la société congolaise, au sein du social congolais, de l'économique de Congolais. Voilà ce que je peux dire globalement, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, à Bongo, est-ce que le premier morceau de la législature de l'Assemblée nationale, pouvons dire l'échec ou la réussite, ou ni échec ni réussite? Merci beaucoup, M. Noël. Les 2 années passées, d'abord lorsque Mme Mabunda a été plébiscitée comme président de l'Assemblée nationale, vous savez ce qui s'est passé au niveau de leur plateforme. C'était le mot d'ordre. Elle est arrivée, moi j'étais réticente. Comme l'a dit M. Gandhi ici, et j'ai reçu des critiques de part et d'autre. Voilà, pourquoi vous ne soutenez pas une femme comme vous? Moi je me posais que est-ce qu'elle sera forte pour assumer cette tâche noble d'être
présidente de l'Assemblée nationale. Elle est la deuxième, parce que nous avons eu une femme aussi, autrefois, présidente de l'Assemblée constituante, je crois. Et elle, Madame Philomène Omatuku. Elle est la deuxième. Bon, si je peux faire un bilan, si je peux évaluer Madame l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, bon, je ne peux pas dire qu'elle a échoué totalement ou elle a réussi totalement. C'est pas individualisé, mais les rôles qu'a joué l'Assemblée. L'Assemblée nationale, on constatait tout simplement que c'est plutôt elle qui était tout le temps en train de réagir quand le président de la République posait des actes. C'était tout le temps s'érigeant en donnant de l'océan. Et ça ne donnait pas une bonne impression au sein de la population. Et il y avait des projets de loi qu'elle mettait dans les tiroirs. Et moi, je suivi un député dire, mais nous ne travaillons pas. Nous allons là-bas, mais on ne travaille pas. Alors qu'elle devait se démarquer par le travail. Et jusqu'à ce qu'il y ait eu des pétitions pour incompétence, pour mes gestions. Mais je crois que l'actuel bureau qui vient d'être installé sera l'antithèse de l'ancienne équipe. Attendons voir ce que cette équipe va nous produire comme travail pour les 3 années qui restent. Madame Makombo, quels reproches pouvons-nous faire à l'Assemblée jusque-là? Moi, je bats ma coulpe. Je fais partie des gens qui ont soutenu l'élévation au perchoir de Madame Mabunda. Bon, et je l'ai soutenue en disant, voilà, 2e fois et une femme, et c'est une femme intelligente, compétente. Mais ça valide ce que je dis régulièrement ici, que je martèle. Il ne suffit pas d'avoir un beau CV, encore faut-il avoir l'intégrité morale, un grand sens de moralité politique. Parce que quand on est speaker de l'Assemblée nationale, quand on est député national, on est là pour le peuple. Et quand on regarde le bilan, surtout l'année dernière, l'année du Covid, ou dans d'autres parlements, vous voyez les députés se battre pour le peuple, dire il leur faut voir comment l'État peut suppléer, aider. Bon, rien de tout ça. Moi, je ne vois pas quelle loi on peut me brandir pour dire que pendant ces 2 ans, il y a eu vraiment l'intérêt du peuple en jeu. Ensuite, le contrôle gouvernemental, parlementaire, merci. Je ne l'ai pas vu non plus. Donc, moi, je dirais vraiment un bilan maigre et dans l'histoire de la République, en tout cas, cette partie de la mandature pourra être vraiment décriée. Rendement du Parlement depuis 2 ans. Monsieur Lumbala. Le rendement, il faut dire, médiocre. Et le Parlement a passé son temps à jouer au jeu politicaille. C'était le problème d'être là pour le règlement des comptes, d'être là pour entretenir le conflit en sourdine dans la coalition. On a vu avec les textes initiés par Aubin Minakou retirés. Donc, les députés avaient oublié qu'ils n'avaient pas un mandat impératif, qu'il était là pour le peuple. Élu à partir d'un parti, oui, mais à l'Assemblée nationale pour servir le peuple. Les réunions notamment faites, les conciliabules sans et là, à aucun moment, il n'a eu le souci, les députés n'ont eu le souci du bien-être du peuple. Nous pensons qu'avec l'orientation qu'a donnée le nouveau président, les députés vont s'assumer dans leur rôle vraiment des députés, dans leur rôle de contrôle vis-à-vis de l'exécutif. Ok. Alors, Kapangana, un mot sur votre regard sur le Parlement? Oui, on peut en dire un mot. Un peu comme notre frère vient de le dire. Moi, j'ai l'impression, moi j'ai toujours parlé de la paresse. Il y a aussi des paresseux au Parlement qui n'ont pas suffisamment travaillé
En fait, nous avons traversé toute la période de Covid. Qu'est-ce que le Parlement nous a suggéré? Parce que moi, je dis, l'Afrique, qui n'a pas été tout à fait frappée comme les autres continents par le Covid, devait peut-être prendre le lead. J'ai l'impression que nous avons raté une occasion de pouvoir prendre le lead. Pendant que nous étions moins frappés, nous attendions tout de ceux qui étaient très frappés. Comment voulez-vous que moi-même, je suis inondé dans la misère là. Oui, bon, moi je suis dans des problèmes et puis maintenant, mon frère Kambelembele pense que la solution ne peut venir que de moi, alors que il a beaucoup de marge pour pouvoir réfléchir autrement. Donc en fait, moi je pense que c'était à ce moment-là que nous devrions bouleverser la logique. Et le Parlement est là pour ça aussi. Vous avez vu une loi qui frôle un peu ça? Et puis pendant cette période, combien de jeunes gens, combien de professeurs, combien d'imminents cerveaux gris qui sont passés montrer leurs inventions pendant cette période-là. Même des étudiants. Moi, je viens de trouver quelque chose pour laver les mains. Qu'est-ce que tout cela est devenu? Vous avez vu une moindre loi qui puisse soutenir ces jeunes gens pour pouvoir que l'État les prenne en charge? Ça ne se fait pas comme ça. Ce sont des lois qui suggèrent ces choses-là. Okay. Donc, moi, je n'ai pas vu ça. La Covid est passée, elle va encore... bon, bien sûr qu'elle continue. Maintenant, on parle de deuxième vague. Nous allons continuer à attendre des autres. Vous avez vu une grande unité de production de masques dans ce pays? Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est quelle unité de production? Enfin, je voulais pas parler de masques. Donc, où est l'unité de production de masques à grande échelle pour pouvoir servir la nation pendant que... Vous-même exportez. Ça vient d'où? C'est où? Kingaboua, quelque part, vous connaissez l'adresse? Donc, c'est pour vous dire quand même que quelque part, le Parlement a aussi le rôle d'impulsion du développement dans le pays. Et moi, quand j'ai vu tout ce que les jeunes gens présentaient, le professeur qui sont venus de Lubumbashi, tout ça, voici notre protocole, voici ceci, voici cela, à la fin. Parce que si c'est coulé sous forme de loi, ça va rester. Mais si c'était passé seulement à la télévision, je ne sais pas, peut-être que l'honorable a des explications par rapport à ça. Oui, alors, que dirait monsieur moi je vais... Foumanou? Voici 2 ans passés avec le Parlement actuel. Est-ce que le résultat est bon ou c'est mauvais? Mais je vous dis... La production parlementaire. Le Parlement actuel, sa production est identique à la production du Parlement passé, est identique à la production de... C'est pour dire que ce n'est pas un problème simplement des parlementaires ou de ceux qui sont là. C'est un problème plus que les parlements. Donc on ne doit pas se limiter seulement à qualifier que les parlementaires sont... Monsieur Lokaka. Oui, je vous remercie. Je crois que c'est... Comme la tradition l'exige, qu'on avait la tradition orale, qu'on oublie facilement tout ce qu'on communique, naturellement par les us. Mais il est important de souligner que, peu importe nos divergences tribales, politiques et philosophiques, il y a un temps pour tout. Et donc il y a ceux qui font partie du passé. Donc les gestionnaires du bureau de l'Assemblée sortant font partie de l'histoire politique du pays. Et puis je suis parmi ceux qui affirment que les députés ne savent rien, ils ne connaissent rien. Non, ça c'est très grave. Ils sont là. Ils ont un règlement d'ordre intérieur et puis il y a une nomenclature fonctionnelle. Ils étaient élus, ils produisent à la République. Et je ne pense pas qu'il y a des mauvaises lois en RDC, peu importe comment ils se sont succédés. Ils ont peaufiné chacun à leur tour les lois qui servent la République. Et ils méritent aussi les honneurs de tout un peuple, parce qu'il s'agit d'une vie publique. Nous resterons parmi les Congolais après avoir occupé les hautes fonctions et vous êtes sapés quand vous quittez.
Parce que quand vous êtes dans les hautes fonctions, yémei, béton, tout ça. Et quand vous quittez les mêmes, alors cette éthique de responsabilité n'est pas rationnelle. Qu'on apprécie les gens quand ils sont vivants, raïs, béton, et après quand ils quittent, non. Nous devons essayer d'éviter pour un peuple grand aussi d'Afrique et de respecter. Ceci n'exclut pas de dire on a bien travaillé ou on a mal travaillé. Généralement que si les gens travaillent bien, ils sont appréciés. Et comme c'est un jeu, comme l'autre a dit, c'est là où tout se passe, les coûts. Il y a des laboratoires politiques, je suis politologue, il y a des entrées et des sorties par rapport à des philosophies et des enjeux. Et donc le Parlement, c'est un jeu de tout. Alors, dans ce cas, la réconceptualisation et la conceptualisation, partout ailleurs, on change. Et on ne peut pas affirmer tout haut que les gens étaient médiocres. Là, naturellement, c'est pas beau. Et donc, ils ont travaillé à leur époque. Ils font partie de l'histoire politique du Congo du passé. Mais ils ont occupé les hautes fonctions du Congo qui méritent l'honneur et le respect. Ok. Alors, on peut aller rapidement pour que nous puissions changer. Le 2 ans du Parlement, en réalité, les problèmes du bureau Mabunda, c'est un problème du laboratoire politique de son parti et de sa plateforme. La vision que le parti de Mabunda, le PPRD, la vision du pouvoir que la plateforme FCC avait au regard du partenaire Félix-Antoine Tshisekedi a amené à Mabunda de produire à son bureau le résultat qui est décrit aujourd'hui. Je l'ai dit dernièrement que le départ avec Emmanuel Chadari comme secrétaire permanent du PPRD, de le déclenchement de la mandature, il parlait déjà de la reconquête du pouvoir. Et donc, tout a été mis dans le sens de dire et Mabunda devrait être parmi les acteurs principaux dans la dynamique que le PPRD s'est donné de reconquérir son pouvoir à lui. Cette logique a été également du laboratoire de la plateforme FCC, mais tenue par une petite oligarchie de 3, 4, 5 hommes qui tenaient tout le monde en état, parce qu'à l'époque, on a créé un bicéphalisme au sommet de l'État en termes de composantes, et donc la promotion en termes d'avantages à tirer, vous devez le faire soit par le canal du FCC, soit par le canal du cash. Or, par le canal du FCC, le parti phare était le PPRD, avec 3, 4, 5 qui étaient grands patrons et qui devraient patronner tous les restes. Et c'est un texte qui dicte également ce laboratoire-là, le comportement à tous ceux qui sont devenus animateurs d'institutions par leur bénédiction. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et quelques gouverneurs. Donc, la conséquence est que cette mauvaise conception du laboratoire, les produits sortis de ce laboratoire a été indigeste à la consommation et c'est la personne qui a amené ces repas indigestes et la première à être vue comme étant ne sachant pas préparer, mais on oublie que c'est un produit qui vient dans le laboratoire politique. Donc le grand problème, c'est ça que lorsque les gens ont dit « nous ne pouvons pas consommer les produits venus de ces laboratoires », la dynamique est que biloko etuli. Tango biloko etuli, mutu akoli yango azate, PPRD ekweyi, FCC ekweyi, Batba Panzani pour dire nous avons besoin de notre indépendance. Donc le résultat de Mabunda et son bureau, c'est le produit du laboratoire PPRD-FCC, qui n'était pas en fait son orientation philosophique indépendante. Bâtonnier national, vous êtes député à la fois. Est-ce que le député congolais est à l'écoute de son électeur? Et que vous reproche l'électeur si vous l'écoutez? Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président de la séance. Je voudrais dire ceci en accéléré. Que depuis que nous sommes indépendants, nous avons toujours eu des gouvernements et des assemblées. Depuis que nous sommes indépendants. Comme vient de le dire M. Ngambi, le problème, c'est un problème de consommation. Le problème, c'est un problème de contexte.
lorsque la population, l'opinion ne se reconnaît plus, eh bien c'est fini. Les parlements ont chaque fois donné des lois, et des bonnes lois. Un ami venait de le dire, nous n'avons pas de mauvaises lois. Local. Voilà. C'est local qui a dit ça. Voilà. Nous n'avons pas de mauvaises lois. Mais le rôle du Parlement n'est pas que de faire les lois. Le rôle du Parlement est aussi et surtout de contrôler l'exécutif. L'exécutif, le gouvernement, ainsi que les entreprises publiques. Parce que ce que nous consommons en termes de produits et tout ça vient du gouvernement, vient des entreprises publiques. Je vous rappellerai un Parlement en lequel le peuple congolais s'est reconnu. C'est le Parlement dirigé par M. Boboliko, paix à son âme. Le Parlement qui nous a donné les 13 parlementaires dont j'étais. N'est-ce pas? Et pourquoi? Mais parce que ce Parlement-là a su faire le contrôle. Et par le contrôle parlementaire, les Congolais, zaïrois à l'époque, ont découvert comment ils étaient volés et d'où venaient les misères, la misère du peuple. Donc, entre le Parlement et la population, il y a eu une complicité. Le peuple congolais, zaïrois à l'époque, a consommé le travail des parlementaires. C'est qui? Je me résume pour le moment avec le bureau qui vient de tomber, comme vient de le dire M. Ngambi. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a vu, alors que la presse dénonçait telle entreprise publique, avec des déficits ou des détournements précisément, c'est comme si le Parlement n'avait jamais rien entendu. Fermer les yeux, on allait contrôler peut-être là où il ne fallait pas. Et je pense que c'est ça, c'est que le Parlement s'est beaucoup plus investi dans la préparation de 2023 plutôt que dans l'immédiat. Les gens doivent vivre, il faut régler leurs problèmes du quotidien. Il faut aller contrôler, il faut fermer les robinets là où l'argent, n'est-ce pas, fuit, sort. On ne le fait pas et le peuple ne se reconnaît plus, le peuple ne consomme plus donc l'activité parlementaire. Et je pense que c'est ça qui a fait tomber le bureau, n'est-ce pas, et avec l'impulsion que le président de la République a donnée, avec cette idée d'une majorité, parce qu'il était convaincu lui aussi qu'au sein du Parlement, avec les mêmes hommes, on peut faire une autre politique. Et la suite lui a donné raison. Sans qu'on aille, qu'on retourne aux élections, on a retourné la situation. Il y a eu un retournement et nous espérons qu'avec ce retournement, on va pouvoir reconnaître, n'est-ce pas, les besoins du peuple et y veiller. Est-ce que vous écoutez les peuples? Si les députés écoutent le peuple. Oui, si vous écoutez. Jusque-là, les peuples vous reprochent de quoi? Excellente question. Mais je viens de le dire. Je viens de le dire. C'est que il y a des discours, de beaux discours. Mais les résultats n'est pas là. Dans l'assiette, c'est vide. Et pourquoi c'est vide? Mais parce que le produit du pays sert à d'autres personnes plutôt qu'au peuple dans son ensemble. Alors je rappelle, quand le bâtonnier a parlé du Parlement dirigé par Boboliko, c'est le Parlement qui a amené même des bottes de Matembele au Parlement pour dire voici, ça coûte autant. Voilà, c'était l'honorable Belgica. Et les salaires des fonctionnaires, c'était moi. Les salaires des fonctionnaires, c'est autant. Et c'est ce Parlement-là qui a révolutionné beaucoup de choses, jusqu'à créer la situation des 13 parlementaires. Voilà. Nous pouvons passer maintenant à un autre point rapidement. Ce point ici, je pense que nous pouvons bien le traiter la semaine prochaine avec l'agriculture. Même, commençons quand même sur l'enseignement. Ce qui se passe à l'enseignement. Aujourd'hui, de hauts fonctionnaires de l'enseignement sont
aux arrêts. Et on parle même de la disparition des millions de dollars. Ça compromet la gratuité de l'enseignement, ça met en mal la gratuité de l'enseignement, ça met la rentrée scolaire en difficulté. Messieurs, la société civile, vous êtes les seuls à intervenir sur ce sujet, les autres interviendront la fois prochaine. Qu'est-ce que vous dites en 2 minutes? Oui, ce que je peux dire, vous dites bien que je suis de la société civile et je suis même de la branche secteur de l'éducation. Donc, j'ai quelques entrées là-dedans. Mais si on en parle maintenant, moi je dis, c'est que quelque part nous dormons. Dans l'enseignement, il y a toujours eu des problèmes d'argent, mais on n'en parle pas. C'est quand ça touche un peu à l'argent que les autres ont mis, parce que les autres veulent voir clair dans l'argent qu'ils mettent. À ce moment-là, ça commence un peu à bouillonner. Vous savez que depuis qu'on a instauré ce système que les parents interviennent, vous avez déjà vu émerger l'argent des parents dans le budget? La contribution des parents. Que ce soit au primaire, que ce soit à l'université, ça émerge dans quel budget? Ça ne peut pas être dans le budget. Donc on dit ça ne peut pas être dans le budget. Oui, ça ne peut pas être dans le budget. Mais c'est géré comment? Mais c'est des milliers. C'est géré comment? Ce n'est pas dans le budget. Ça passe quelque part. Bon, lui peut-être, bon, comme c'est un fiscaliste, lui peut savoir quel est le canal que cet argent prend. Parce que nous, du secteur de l'éducation, nous avions dit, c'est quand même de l'argent. Quelle que soit la source, mais d'où vient l'argent pour organiser, par exemple, les examens d'État? Les parents donnent des gros montants, mais si vous regardez aussi, le budget aussi émerge. Donc il y a aussi de l'argent pour l'organisation des examens d'État. Donc vous avez l'argent qui vient de 2 sources. Bon, ce que les parlementaires peuvent suivre, c'est peut-être ce qui est dans le budget, mais ce qui est en dehors du budget. Donc c'est de grosses sommes. À l'université, nos enfants, moi, là où mon enfant étudie, en tout cas, c'est plus de 380 maintenant. C'est 380. Dans le nombre d'enfants là. Est-ce que c'est tout à fait normal que cet argent soit géré dans un cahier, un carnet, ou bien même si ce sont des listes tapées à l'université, enfin à l'ordinateur, tout ce que vous voulez, et que nulle part ça n'émerge, et cet argent finance toutes les instances de l'éducation. Je dis bien toutes les instances de l'éducation. Donc quand on parle de l'argent, peut-être que c'est l'argent qu'un partenaire a mis, qu'on ne sait pas retrouver, mais il y a toujours eu un problème d'argent. Alors maintenant, ici, le problème c'est que l'IGF a identifié qu'il y a, au niveau de l'inspection générale de l'enseignement et au niveau du CECOPE, des sommes d'argent dont les destinations ne sont pas très claires. Ils veulent voir clair. J'espère que ça doit être des enquêtes très sérieuses, parce qu'en fait, ça a de lourdes conséquences. Ça fait maintenant que la Banque mondiale a suspendu son décaissement. On devait décaisser 100 millions pour la gratuité de l'enseignement. Cet argent est maintenant bloqué. Ce sera fait. Alors qu'en principe, c'est en janvier que l'on attendait cet argent pour pouvoir donner un coup de pouce à la gratuité de l'enseignement. Ça arrive. Bon, mais maintenant, je me dis, je pense que l'IGF, qui est très outillé, est arrivé à des conclusions tout à fait rassurantes que cet argent... Mais si on n'est pas encore arrivé à ça et que c'est juste un peu comme ça se fait maintenant, le fait d'annonce, et que ce n'est pas encore tout à fait au fond, ça va être un problème, parce que les 100 millions sont vraiment bloqués. C'est pour dire qu'en fait, quand nous prenons des décisions aussi à notre niveau, il faut que ce soit tout à fait responsable. Mais moi, je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais s'il y a quelque chose de profond à ce niveau-là, qu'on reproche à ces 2 responsables, alors là, il faudra vraiment que l'on voit comment ça pourra aller pour qu'on puisse débloquer, parce que finalement, les nouvelles unités, je ne sais pas, non payées, tout ça, tout le monde attendait cet argent, mais qu'il est bloqué. Est-ce que c'est pour dire aussi que la gratuité de l'enseignement va être bloquée? Je ne sais pas. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Ok. Donc c'est le secteur de l'enseignement, nous reviendrons en profondeur, que chacun de nous puisse
faire des recherches parce que, souvenez-vous que surtout pour les finalistes des humanités, pour les finalistes des humanités, pour participer aux examens d'État, on commence par les souches, c'est payé. Après les souches, pour la dissertation, c'est payé. Pour participer à l'examen d'État, c'est payé. Pour retirer le diplôme, c'est payé. Alors ça fait des montants énormes. Et pour la correction de l'examen d'État, le Trésor sort de l'argent. Imaginez. Et tout cet argent, des souches, dissertation, participation, retrait des diplômes, n'est comptabilisé nulle part. Nulle part. C'est grave, ça. Le chef d'établissement et l'inspecteur. Vous m'autorisez, le niveau de l'enseignement, la qualité de l'enseignement au plus bas. Au plus bas. Voilà. C'est un problème. Essayez de vous documenter pour que nous puissions en parler en conséquence. Revenons, je disais au début qu'aucun pays au monde ne peut prétendre nourrir son peuple sans l'agriculture. Chez nous, l'agriculture, depuis des années, depuis des décennies, a été proclamée priorité de priorité. Messieurs les conseillers juridiques au ministère de l'Agriculture, aujourd'hui, vous avez quelle politique d'agriculture? Merci, monsieur le directeur. À son investiture, le président de la République avait fait un discours. Et à propos de l'agriculture, il avait lancé un mot d'ordre qui est résumé en 2 mots, la revanche du sol sur le sous-sol. C'est vrai que Franck Fanon a parlé du scandale géologique qu'est le Congo, et nous avons été fomentés dans ça. Vous avez vu des provinces entières se vider ou être déscolarisées à cause de l'exploitation minière. Mais la résultante de cette exploitation nous a donné quoi? Je venais de suivre au début ici, nous sommes un pays pauvre, et nous sommes pauvres. Et cette pauvreté va loin, parce que maintenant, nous manquons à manger. On parle même des gens qui mangeraient par gon en famille. Je ne sais pas si c'est possible, mais on a déjà y entendre ça. Alors, pour conceptualiser ces mots d'ordre du président de la République, le ministre Joseph Antoine Kasonga va concevoir le plan national de relance agricole. Ce plan a pour base la valorisation et l'encadrement du ménage agricole. Et cet encadrement passe par des subventions, la dotation en intrants agricoles, la mécanisation et les connaissances à donner pour une agriculture moderne à haut rendement. Alors, ce plan a été conçu pour encadrer 15 millions de ménages agricoles, avec pour objectif emblaver 7,5 millions de terres. Et le moyen qu'on devait se donner, il faut 80 000 personnels. Nous parlons des inspecteurs au niveau des provinces, au niveau des territoires, ingénieurs agronomes A0, A1, AD et moniteurs agricoles. Pour ce faire, ce plan a été présenté au Conseil des ministres, c'est 4,4 milliards de dollars. Il y en a qui avaient crié au scandale. Le ministre avait répondu qu'on venait de faire état des 20 milliards de dollars qui sont détournés chaque année en matière d'impôts dans ce pays. Et que pour trouver 4,4 milliards et relancer l'agriculture, ce n'était pas quelque chose d'impossible. Et au travers de ce plan, on devait redynamiser les 18 programmes nationaux. Vous avez le programme national maïs, manioc et j'en passe. C'est donc
ces plans-là que le ministre Joseph Antoine Kasonga a mis à la disposition du gouvernement, et c'est sur ça que le gouvernement congolais aujourd'hui travaille pour relancer l'agriculture. Mais en attendant les 4 millions, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les 4 milliards. Nous avons un programme national volontariste. Ce programme a pensé qu'il fallait révolutionner les choses. Nous avons parlé ici des tracteurs que Mobutu avait donnés, des tracteurs donnés récemment là par Joseph Kabila. Et au jour d'aujourd'hui, à la remise reprise, le ministre n'a trouvé aucun tracteur. Et nous avons sillonné au travers du territoire national. Nous n'avons pas vu l'impact qu'a produit ces tracteurs. Je vous signale ici que le programme va couvrir le 266 chefferies, 145 territoires du pays et les 26 provinces. Alors, nous pensons exécuter ce programme au travers du programme volontariste. Pourquoi? Parce que le programme volontariste est un outil pour nous. Le programme volontariste s'inscrit en faux dans la politique de distribution des tracteurs. Le programme volontariste veut réellement qu'il y ait des milliardaires congolais en matière de l'agriculture. Comment y arriver? Parce que finalement, il y a eu une sorte de nivellement vers le bas. C'est les bonnes intentions ou c'est un programme réel? Ça, vous allez, j'en arrive. Nous avons nos paysans aujourd'hui qui cultivent à peine sans mécanisation, sans intrants, sans semences améliorées, 50 arts, 1 hectare, il a un rendement, s'il fait le maïs par exemple, de 700 kilos. Mais ce type-là, comment il va scolariser ses enfants? Quel avenir il a? Et il a passé son temps courbé avec la houe. C'est de l'avilissement. Nous pensons qu'il faut changer. C'est comme ça que nous avons commencé par créer des sites. Nos sites sont dotés, mécanisés, et nous les dotons aussi des usines. Ces sites sont gérés par des régies intéressées, parce qu'on ne va pas aller y placer des fonctionnaires. Les fonctionnaires, s'ils sont là, les agronomes comme le moniteur agronome, ils vont encadrer les fermiers et les paysans pour donner des connaissances. Alors, autour de nos sites, dans un rayon, les sites, on leur donne des objectifs de production. Autour de nos sites, dans un rayon de 50 km, on encadre les fermiers et les paysans qui sont organisés en coopérative ou en association, parce que, au regard de l'ordonnance qui organise le gouvernement, nous n'avons pas directement la possibilité d'encadrer le paysan individuellement. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons le site d'Nkundi, où on a arrivé à emblaver 2000 hectares. Nkundi, c'est au-delà des... Vous devez traverser le pont. Du côté où on parlait sur Luzolo et de Luozi. Donc, en Nkundi, nous avons 2000 hectares de riz. Nous avons utilisé ce même système parce que nous attendons d'ici le mois de mars, fin mars, avril, 1500 hectares de maïs ont été cultivés et vont donner un rendement à la de 7 tonnes à 4 tonnes l'hectare. À Mongata, nous avons emblavé 2000 hectares. Présentement, l'usine de Mongata, comme c'est en cours de montage, le manioc qu'on extrait déjà à Mongata, c'est traité à Bukangalonzo. Parce qu'à Bukangalonzo, on a l'usine. La farine a commencé à arriver déjà à Kinshasa. Nous attendons le bulletin d'analyse de l'OCC pour qu'on commence à vendre ça. Parce que dans la farine de manioc, vous savez, quand on traite le manioc, il y a la cyanure. Donc l'OCC doit voir si les normes sont respectées. Alors, nous sommes allés plus loin. Vous voulez nous dire que bientôt nous aurons les foufous dans l'assiette? Oui. Dans les Kanyama, du côté des... Non, c'est pas Kanyama KCC. Moi, dit KMB de ce côté-là. Nous avons encore 2000 hectares de maïs. En Boujima, il y a 45 km en Kwadi. Nous avons emblavé 2000 hectares de maïs avec le même taux de rendement. D'ici
fin mars-avril, le maïs d'Enkwadi seront mis sur le marché de Mbujimaï. Le maïs de Kanyamaïne parti en Mbujimaï vers Kamina, partout là-bas. Le riz de Nkundi sera mis sur le marché de Kinshasa. Ça a même déjà été mis. Il y a eu de riz qui a été vendu ici à $19, le sac de 26 kilos. Et nous allons avoir la farine de maïs venant de Bukangalonzo. Parce que dans nos sites, c'est la production et le traitement. Il n'est pas question de transporter encore les épis, les amener dans des villes. Si on traite le manioc, on amène le manioc ici. L'amidon qui sort, c'est pour les pharmacies et les industries alimentaires où ça doit aller à l'exportation. Alors l'avantage qu'il y a là-bas, quand on parle maintenant de paysans, c'est quoi? Quand le fermier est encadré, il n'est pas obligé de payer l'entièreté de la facture. Parce que j'ai vu qu'il y a un fermier autour de cette table. Il paye 30%. Parce que nous visons la production. Nous sommes un ministère de production. À la maturation, sa production est canalisée vers les usines, nos usines. Parce qu'on a besoin que ces usines tournent pour donner la bouffe aux Congolais. Monsieur le conseiller, pour que les téléspectateurs vous suivent. Aujourd'hui, à la minute où nous parlons, qu'est-ce que nous devons dire? Le maïs est déjà au niveau des consommations ou au niveau des plantations? Oui, mais vous savez, l'agriculture, c'est un calendrier. Oui. En tout cas, normalement, en ce moment, le maïs commence à sécher. Donc, il faut leur laisser le temps de sécher, parce que pour qu'on enlève ça, il faut avoir un taux d'humidité, faire sortir ça, on sèche encore, faire entrer dans les usines pour le traitement. Mais ce qui est sûr, si vous me donnez la possibilité de vous déposer les images, même les films, c'est que le maïs comme le manioc, comme les riz sont en maturation. Donc nous avons commencé avec ces 3 cultures-là, qui sont frisées par les Congolais. Maintenant, quand le plan va atteindre son apothéose, c'est-à-dire quand on va voir dans les 260 chefferies ou dans les 145 territoires des sites agricoles, le Congo aura la bouffe pour chaque Congolais et il y en aura suffisamment pour exporter. Je vous déposerai un exemplaire du plan, chiffré territoire par territoire. Et on va privilégier la culture de chaque territoire parce que l'agriculture, c'est d'abord pour la consommation locale. L'exportation vient après. Et je vais conclure en disant ceci. L'État a l'obligation de subventionner son agriculture. Ni était la Covid, on allait organiser cette année les États généraux sur l'agriculture. Parce que c'est de là que les paysans, les fermiers vont poser leurs problèmes. Et on va voir comment faire ces recommandations au Conseil des ministres pour obtenir qu'ils aient des subventions. Par contre, l'exonération, j'ai la loi ici, la loi portant principes fondamentaux sur l'agriculture. Il est clairement dit à l'article 73, les produits agricoles sont exonérés des droits et taxes à l'exportation. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand on parle de ces produits, y compris les intrants agricoles, quand on importe des tracteurs pour faire l'agriculture, quand on importe les fongicides, les herbicides, quand on importe l'engrais, on est, je dis bien, exonéré à 100%. On ne paye que les frais administratifs. Pour obtenir ces exonérations, on passe par le ministère de l'Agriculture qui écrit pour demander au ministère des Finances d'accorder les exonérations. Donc, de ce côté-là, l'infrastructure qui est la loi existe, l'infrastructure que le plan qui a été conçu par le ministère existe. Et maintenant, nous attendons, c'est le Congolais qui doit donner, en payant les impôts, l'argent à l'État congolais pour financer et réaliser ces plans. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut parler de la production agricole, vous avez mis l'accent sur la formation? Je vous ai parlé ici que
le plan national de relance agricole est basé sur la valorisation et l'encadrement. Et dans l'encadrement, j'ai parlé des connaissances à donner. Je vous ai dit ici qu'on aura besoin de 80 000 personnes pour encadrer le ménage agricole au travers de tout le territoire national. Quelles sont les écoles d'agronomie que vous avez révalorisées? L'enseignement n'est pas dans notre domaine, mais il y a suffisamment d'écoles d'agronomie. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis qu'au ministère, moi j'ai vu l'association des agronomes. Les moniteurs agricoles est porté disparu au Congo. C'est vous qui avez l'impression, parce qu'un moniteur agronome, c'est qui aujourd'hui? C'est quelqu'un qui a peut-être le niveau de D6. Je vous dis, c'est plein, que tous les jours ici, ils en terminent. Ils sont au chômage. Parce qu'on nous a même posé la question par le bailleur des fonds. Les 80 000, vous allez les avoir où? Mais je vous dis, si on doit recenser aujourd'hui les agronomes déjà formés au Congo, nous en avons peut-être plus de 300 000. Pas d'agronomes, moniteurs agricoles. J'ai dit bien qu'ils sont dans la filière. Là, vous avez agronome A0, du type A1, AD, et puis moniteur agronome. Oui. Oui, il y en a plein. Il y en a suffisamment. Il y en a plein, mais on ne le voit pas dans le village. Le problème du village, on en a parlé ici. Il faut donner les conditions pour que ces gens-là rentrent au village. La plupart, ils sont là. Nous avons connu l'exode rural. Regardez le soir. Alors, que faire, honorable, que faire pour que les moniteurs agricoles acceptent de vivre dans un village? La grande question a été qui gère ce site? C'est le secrétariat général ou il y a un service public au ministère qui gère tous ces sites? Ok, je vais lui répondre. C'est très intéressant ça. Les sites sont créés et mis à la disposition des sociétés agricoles. Vous devez avoir l'expertise. Vous pouvez créer votre société, vous engagez des ingénieurs agronomes. Quand on a des sites, on fait l'appel d'offres. Vous venez, vous dites, moi, je peux exploiter un site. Parce que vous avez suivi. Quand on dit 1000 hectares, 2000 hectares, j'ai un ingénieur agronome là, il me suit. C'est pas facile, hein? C'est des étendues. Alors, vous devez avoir l'expertise. Et les capitaux. Oui. Non, pas les capitaux. Parce que nous sommes en régie intéressée. Nous vous donnons ces sites pour que vous puissiez vous gérer la production. Vous produisez et vous rendez compte. Nous avons au niveau du ministère un coordonnateur national du programme volontariste. C'est celui-là qui descend là-bas, qui affecte des agronomes de l'administration qui vont commencer à suivre. Parce que en dehors des assignations qu'on vous donne, comme en Kundi là, il peut aller vérifier, parce qu'il a semblé connaître, vous avez 2000 hectares, que oui, il sait que BAB travaille en Kundi, qu'on a produit du riz. Donc, vous voulez dire qu'on a produit réellement. En dehors de vos 2000 hectares, vous avez l'obligation d'encadrer le fermier et paysan dans un de 50 km. Alors, si ce plan-là est mis en œuvre, comme je vous l'ai dit, et qu'on installe un site dans chaque territoire, mais au Congo, le problème de bouffe n'existerait plus. Et puis, nous en aurons suffisamment pour vendre et avoir des milliards en devises. Ok. Donc, oui, j'ai posé la... Le personnel existe, comme venait de le dire notre ami, que ce soit des moniteurs agricoles et autres, et même des vétérinaires, là, ils existent, mais il faut qu'ils soient employés par l'État. Vous avez vu dans votre jeunesse comme moi, hein, des moniteurs agricoles sillonner les villages pour donner des conseils en matière culturelle. Ces gens-là, ils étaient des fonctionnaires de la colonie. Aujourd'hui, on forme ces jeunes gens, ils sont là, mais l'État ne les utilise pas. Ils sont là. Et il faut qu'on les utilise pour la promotion agricole. Ok. Alors, mais le Kaka, vous aviez... Je vous remercie. Je salue le conseiller. Je suis pratiquement très ému de ce plan. Au niveau de la conception, et quand vous avez défini, c'est rationnel, c'est réel. J'ai l'idée sur le village, hein, le groupement, par cœur.
parce que j'en ai visité, c'est quotidien, la collectivité, le territoire, la province. Et puis, j'ai des origines de l'Équateur. Pour évacuer la petite Chikwang, atteindre un city center, un centre-ville, la Chikwang peut coûter 5 francs. Au village, hein? 5 francs ou 10 francs. Pour arriver en ville, c'est tout un grand problème. Et celui qui produit là ne peut pas faire 1 hectare parce qu'il n'a pas vendu et il n'a pas évacué. Ah, le monde rural. Les routes n'existent pas, le cantonnage manuel est géré. C'est comme ça que en présentant votre plan, sur le plan des philosophies, nous sommes dans le libéralisme en outrance. Alors que la société reste un peu sociale. Il y a un problème dans la reconceptualisation de notre société. Vous avez mon cher René Kambelembele qui est de la gauche socialiste, mais le comportement du type libéral, comme moi, on peut perdre. Vous avez des aristocrates, et puis en même temps, des gens qui disent le peuple d'abord, mais le comportement est aristocratique. On va essayer de méditer. Mais non. Je parle pratique. Hein. Ces routes-là n'existent pas. Les moyens qu'on avait mis, quand vous étudiez l'ONATRA à l'époque, maître ne va pas me contredire, au TRACO, c'était pour évacuer les marchandises. Il y a une Société nationale de chemin de fer. Le rôle n'était pas pour faire l'argent. Ce n'était pas une société commerciale. C'était une société d'évacuation. Et ça va faire les rondes. Bon, ceux qui ont vendu des bâtiments sont élevés au rang. Donc, il y a un problème. Alors, toutes ces sociétés-là ne fonctionnent pas. Parce que la pauvreté de la relance, c'est l'évacuation. L'Otalako, Massou et Kendagate, celui de Boende, de Binga. Tous ces mouvements étaient périodiques. Donc, il y a des bateaux qui se croisaient, et puis il y avait des sociétés qui s'occupaient que pour baliser. Et donc, il y a un problème. C'est comme ça que, au-delà de votre plan, il faut un plan national stratégique, vraiment pour étudier, afin que nous n'arrivons pas à théoriser ce que nous sommes. La production existe. L'évacuation pose un problème. 1 minute, Bifomano. Oui, c'est-à-dire, partons de la métaphysique même de l'agriculture. Pourquoi il y a l'agriculture? Parce que l'homme, Dieu en créant l'homme, il est doté de chair. Donc, pour entretenir cette chair-là, l'homme doit manger. C'est une obligation de l'homme. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce qu'avant le plan dont il parle, qui est un bon plan sur le plan de la conception, là je ne peux pas, comme je ne l'ai pas lu en totalité, mais le peu que j'ai suivi, je ne peux pas dire que c'est mauvais. Mais maintenant, est-ce qu'avant, il n'y avait pas d'agriculture? Est-ce que nos villageois ne cultivent pas? La réponse est oui, ils cultivent. Mais comme ils cultivent, pourquoi ils ne peuvent pas cultiver en grande quantité? Il y a beaucoup de préalables. Il a parlé de l'évacuation. Effectivement, vous allez dans plusieurs villages, les fruits sont là qui pourrissent. Mais comme il a parlé d'Nkundi, je suis le président de la communauté Manianga. Donc, toute cette partie-là, c'est moi leur président. Et je connais tous les problèmes qui se passent là parce que je me forme régulièrement. Effectivement, il y a plus de 1000 hectares qui ont été travaillés et le riz était bel et bien produit. Ça, c'est la société BABA qui a produit. Les problèmes qui se posent, il y a deux problèmes. S'il vous plaît, Oui. BAB gère les sites. Je l'ai bien dit ici. Voilà, ce n'est pas un site de BAB. Vous verrez que non, c'est le gouvernement, vous avez raison. Il y a des véhicules avec un non, cachet vous avez ministère raison. de l'Agriculture. Oui, vous avez raison. Là, il n'y a pas de problème. Même les engins, les tracteurs, tout. Là, vous avez raison. A le logo ministère de l'Agriculture, Voilà. Programme national Vous avez volontariste raison, il n'y a pas de problème. BAB. Donc, ça peut être ça, il n'y a pas de problème. Donc, Cette production devait être transformée à l'Ouose, en Koundi là-bas. Mais par manque de courant, on a le décortiquage s'est effectué à Kimpes. Voilà les premiers problèmes qui se posent. Deuxième problème, l'encadrement des villageois. Parce que c'est prévu, effectivement, comme il a dit, il est prévu 60% d'engins pour les projets
et 40% d'engins pour accompagner et encadrer les villageois. Ça, c'est ce qui est prévu. Oui, ils peuvent louer 40%. Non, s'il vous plaît. J'ai dit que leur encadrement se passe par le fait que nous avons un protocole. On dit par exemple, 1 hectare de riz, c'est $500. Vous avez votre hectare, nous envoyons les engins. Mais vous ne payez que 30%, parce que nous visons la production. Oui, parce que votre production va être canalisée vers nos usines. Ok. Bon, peu importe votre... Mais maintenant, dans la faisabilité, c'est dans le réel. C'est là, par rapport aux villageois, pas par rapport à la production. La production est là, par rapport aux villageois, c'est là où... C'est important parce qu'il faut que le ministère puisse prendre ça en charge, pas seulement en Koundi, mais partout ailleurs. Préparer ça. Nous avons dit qu'aujourd'hui, il a introduit les sujets. D'accord. Il a introduit les sujets. L'émission prochaine, nous entrons en détail avec le ministère de l'Agriculture pour que nous puissions... Nous disions que la majorité des pays au monde n'ont pas de minerais, mais ils équilibrent leurs économies avec l'agriculture. Ils consomment pour la production. La production est consommée d'abord à l'intérieur et ensuite, le reste, l'excédent, c'est pour l'exportation. Et il y en a pire, qui n'ont pas de cacao, mais qui fabriquent le chocolat. Donc, voilà, et qui sont... nous devons... Il faut peut-être placer un petit mot que nous allons développer la prochaine fois pour cette agriculture. La prochaine fois, préparez-vous qui êtes sur le terrain, préparez l'agriculture. Comment est-ce qu'elle était hier? Je serai là. Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Demain, qu'est-ce que ça sera? Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci pour votre présence parce que c'est un ministère qui doit faire vivre la République. Et si vous avez eu le courage de venir, c'est sûrement que vous avez un projet qui pourrait faire sourire les Congolais. Non, mais la production est là. Merci. Merci d'être venu et nous pensons que la semaine prochaine, vous serez encore avec nous pour que nous puissions entrer en détail sur tout ce que vous faites au ministère de l'Agriculture. Merci les intervenants. Chers téléspectateurs, prenons rendez-vous dimanche prochain sur la même chaîne, à la même heure. Au revoir. Namoyo kani bodiso na tebo, toki baba yeta unité.